Tumulte sur Global Africa Télé Sud. Aujourd'hui, nous parlerons des États du Sahel vus d'ici, par des jeunes d'ici et peut-être d'ailleurs. Construire ou reconstruire l'Afrique devrait être la mission de chaque génération. Acteurs politiques, élus locaux et nationaux, analystes universitaires et responsables associatifs engagés. En tout cas, les invités de ce plateau continuent d'y croire et ne comptent ni trahir ni remettre en cause cet engagement sociétal. Chacun d'entre eux y contribue à sa manière. Mais comment ajuster leurs efforts sur les discours et attitudes politiques qui peuvent parfois dissuader, parfois contredire cet engagement vertueux? Nous verrons dans cette nouvelle émission de Tumulte sur Télé Sud, bien sûr, comment des jeunes hommes et femmes d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, plus précisément, y travaillent, avec passion et engagement. Nous verrons également la possibilité pour les partenaires exogènes de maintenir le lien. Ce lien, malgré les coups d'État qui ont perturbé l'état de droit au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Guinée. Donc, quel levier pour coopérer avec notamment les États du Sahel depuis le départ des forces militaires étrangères et le changement de narration des États de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, AES, à l'égard des partenaires européens et occidentaux. Pour en parler, nous avons Jérôme Pigné, cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Bonjour. Ça s'appelle aussi 2R3S. Tout à fait. Voilà. Abdou Fleur, juriste, médiateur, président de Cap Élégance. Bonjour, Cap Élégance. Cap Élégance. Merci. J'ai dit élégance. C'est ça. Élégance et élégance, c'est ça. Aïssata Konaté Traoré, journaliste, présentatrice télé engagée auprès des diasporas. Exactement. Voilà. Ravi d'être Donc, nous allons vite voir comment, Aïssata, en quoi consiste votre engagement dans les liens entre ici et là-bas d'abord? Alors, en quoi consiste le maintien des relations? C'est-à-dire que moi, ça fait quand même quelques années que je travaille dans les médias. Et donc, l'objectif, c'est tout simplement mettre en avant les initiatives portées par les diasporas africaines d'Europe et de faire en sorte que ces initiatives soient aussi un lien avec les locaux. Donc, pour nous, c'est très important. Donc, et ça, on trouvait que c'était très important de visibiliser les actions que portait la diaspora, l'apport que la diaspora avait aussi bien dans le pays de naissance ou d'accueil, à savoir en Europe, et aussi dans le pays d'origine, à savoir donc sur du continent africain. Donc on reçoit, parce qu'il y avait une vraie demande, et c'était difficile pour les gens de la diaspora de se retrouver, de savoir qui faisait quoi, parce qu'il n'y avait pas de visibilité, parce qu'il n'y avait pas de tribune pour leur permettre de s'exprimer et de montrer ce qu'ils savaient faire et ce qu'ils pouvaient faire, et ce qu'ils apportaient. Donc nous, on a travaillé depuis très longtemps sur ces questions-là, à savoir visibiliser, à savoir quel narratif pour lorsqu'on parle des diasporas, et j'insiste sur l'apport, à savoir les diasporas certes en lien avec le continent africain, donc elles apportent sur le continent africain, que ce soit en transfert de fonds mais aussi en transfert de compétences, mais en même temps il est important de dire que la diaspora participe au développement du pays d'accueil, et ça il faut le dire. Et pourquoi j'insiste que ce soit les politiques d'un côté pays hôte et pays d'origine qui le disent ouvertement, oui, les diasporas nous apportent, que ce soit ici ou là-bas. Alors l'homme a toujours migré sur la surface de la Terre. D'ailleurs, ce sont les ancêtres qui sont africains, qui ont colonisé la surface de la Terre aujourd'hui. Mais le lieu du départ a toujours été important pour eux. Et le développer, en même temps qu'ils se développent à l'étranger. Abdou Fleur, est-ce que dans vos différentes réflexions stratégiques, vous avez également constaté le fait? Absolument. Et comme un adage de chez nous le dit, l'oiseau est en haut, mais toute sa pensée, sa réflexion, son cerveau est en bas. C'est exactement ce qui résume un peu l'immigré qui est à l'étranger et qui pense à son pays. C'est à plusieurs niveaux d'abord. Moi, le chemin que je connais le mieux, étudiant, je suis venu ici étudiant, et à travers des réseaux, à travers des associations, on a pu quand même mobiliser les étudiants
pour d'abord intégrer ceux qui viennent d'arriver, mais aussi réfléchir sur le chemin du retour. Un étudiant, après la fin des études, c'est surtout retourner servir son pays à travers soit l'entrepreneuriat, à travers tout simplement l'emploi. Mais c'est aussi un changement de paradigme. L'Afrique n'est plus cette vache laitière, transfert de fonds. On envoie énormément d'argent à nos familles pour subvenir à leurs besoins du quotidien. Mais c'est surtout de l'entrepreneuriat. C'est ensuite de la réflexion. Et d'ailleurs, l'ancien président avait théorisé la diaspora 15e région pour maintenir ce lien, pour montrer à la diaspora sénégalaise et au-delà, je parle des autres pays aussi, je suis sûr que c'est valable. Comme on dit, Afrique, diaspora, 6e région africaine. Absolument. Pour dire quoi que nous sommes des Africains, Sénégalais, Maliens, ainsi de suite, je peux citer tous les pays, à part entière, et non des Sénégalais, des Maliens entièrement à part. Et ça se voit aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes cadres intellectuels, ingénieurs, qui sont issus de tous les domaines et qui retournent travailler, qui retournent investir en Afrique. Il y a aussi ce qu'on appelle communément chez nous les modou-modou, qui viennent s'installer ici, nos papas, nos mamans, qui travaillent. Et qui sont sur toute la côte du Mali jusqu'en Angola et même au-delà. Effectivement, et à travers les réseaux associatifs, on réussit quand même à réaliser de grandes choses. Ils ont réussi à construire des mosquées, ils ont réussi à construire des hôpitaux. Ne vous en faites pas, j'ai vu le marché Sandaga à New York, au quartier Harlem. Donc pour dire à quel point la diaspora... Construit par les Sénégalais qui se sont mis ensemble pour être actionnaires dans ce supermarché de New York. Absolument. Donc il faut naturellement réussir son intégration ici, mais aussi penser naturellement au retour au pays. Nous avons tous envie de ramener chez nos pays d'origine tout ce qu'il y a de bien, de mieux ici. Alors, Jérôme Pigné, vous êtes brésilien, malien par le sang. Alors, votre président, votre ancien président, Alpha Omar Konaré, a été l'un des présidents qui a institutionnalisé la prise en compte de l'apport financier des diasporas maliennes à destination du pays d'origine. Il va que cela doit être sécurisé, le mécanisme doit être sécurisé. Alors c'est vrai que nous, le 2R3S, en tant que partenaire et acteur de mise en œuvre, en tant qu'ONG présente dans les pays sahéliens, mais plus largement en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur ces questions de mobilité à l'aune du contexte qu'on connaît, dans un contexte particulièrement volatile en matière de paix et de stabilité. Et on a beaucoup travaillé justement sur à la fois le ressenti que les camarades disaient ici, mais sur les enjeux d'une meilleure prise en compte, une intégration, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Et surtout, on s'est beaucoup interrogé sur comment renforcer ce rôle de trait d'union, ce rôle véritablement d'ambassadeur. Parce que c'est vrai que souvent ce qu'on entend de la part de nos frères et sœurs africains, c'est on a l'impression d'être délaissés à la fois à l'arrivée mais aussi au départ. Et donc nous, on vient de terminer, 2R3S, une étude sur le rôle des diasporas sahéliennes dans le domaine de la paix et de la stabilité, sur évidemment un focus et un point d'entrée qui étaient les pays du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et évidemment, on s'est rendu compte que le Mali avait une forme de leadership dans le domaine, tout simplement parce que déjà, c'est un des seuls pays dans la sous-région, en tout cas à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, qui a un ministère qui est dédié aux Maliens de l'extérieur. Souvent, c'est une composante du ministère des Affaires étrangères. Et là, on a un ministère à part entière, où parfois il peut y avoir un certain nombre de concurrences, ou parfois même des querelles qui peut y avoir entre les ministères. Mais on s'est rendu compte quand même que c'était un projet à part entière, à travers la politique nationale de la migration, déjà depuis presque 20 ans, en tout cas bien 15 ans. Et là, il y a eu, en 2023, un moment important aussi, où à Bamako, il y a eu les assises sur la migration. Et généralement, quand on parle de la migration en Europe, c'est un sujet c'est un narratif qui est assez négatif. Les Européens, depuis le sommet de la Valette, ont voulu y mettre une dimension normative, coercitive. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien la fluidité des espaces, la mobilité des individus qui vont permettre de composer avec les deux espaces, ou cette nature du double espace, construire des ponts plutôt que des barrières. Et c'est vrai qu'il y a une forte diaspora, une forte concentration diasporique des pays que j'ai cités
en Europe, en particulier en France. Et aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire collectivement de co-construire cette approche, cette réflexion pour savoir comment nous allons sortir de ce moment un petit peu volatile, ce dédale politique et diplomatique, et montrer que surtout il y a l'histoire avec un grand H qui lie les deux rives de la Méditerranée. Oui, mais Aïssata, il y a également que les jeunes de là-bas veulent aussi faire des choses avec ceux de la diaspora ici. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez pu tomber sur des cas où les choses ont pu se passer entre ceux du pays d'accueil qui ont un rêve vers ici et qui arrivent avec quelques connexions à réaliser leurs rêves à partir de là-bas ou avec des va-et-vient entre là-bas et ici? Elle est très pertinente, votre question, parce que ça, c'est un véritable combat. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parlait souvent de la diaspora qui faisait pour le continent africain, mais qui faisait sans les gens du continent africain. Et donc ça, c'était très problématique. Et ça pouvait créer même un ressentiment de la part des locaux, à savoir les locaux pouvaient se sentir en concurrence avec la diaspora qui arrive, on a l'impression qu'on lui déroule le tapis rouge. Donc nous, on a vraiment voulu changer à travers donc, différentes actions qu'on a pu mener et surtout à travers différentes organisations que nous avons créées. Donc moi, je travaille avec Ripat Africa, donc, le nom veut tout dire. Ripat Africa, dont l'objectif est tout simplement de retourner au pays, mais que ce soit retourner financièrement ou physiquement. Et donc, on insiste sur la co-création, c'est-à-dire que c'est une personne de la diaspora avec une personne locale pour co-créer les choses. Ou tout simplement, les actions que nous pouvons mener, que ce soit en transfert de compétences. La transfert de compétences ne se fait pas que d'un côté. Ça, c'est important de le dire. Souvent, on a l'impression que le transfert de compétences se fait de l'Europe, de l'Occident vers l'Afrique, mais non. Nous, on a inversé les choses. On s'est dit, ben non, attendez, il y a énormément de personnes qui souhaitent s'installer sur le continent africain, mais qui finalement n'ont pas toutes les connaissances nécessaires. Eh bien, nous, on permet et on donne la parole donc, aux locaux qui font leur transfert de compétences aux gens de la diaspora en Occident. Et ça, c'est important. Très important. Mais Abdou, il y a également un phénomène qu'on remarque, c'est que la migration, les contacts interafricains, cette migration-là est plus importante. Mais qu'est-ce qu'elle a pu donner selon vos études? Est-ce qu'elle engrange une masse intellectuelle ou économique plus importante qu'avec la diaspora en Afrique? Ou quel mouvement avez-vous senti dans cette... Alors, j'ai le sentiment que quand on parle d'immigration, on parle d'abord de l'immigration nord-sud. Et pour moi, l'immigration la plus importante qu'on devait davantage valoriser, c'est d'abord l'immigration sud-sud. Je donne par exemple le marché africain, la ZLECA, serait l'un des plus grands marchés au monde. Il faut préciser que c'est un projet de l'Union africaine. Tout à fait. Sur le calendrier 2063 et qui tient en compte de développer l'Afrique par un contrat sud-sud dans une zone de libre-échange économique interafricain. Et on doit aller dans ce sens. Si, j'aime bien le citer, en 2016, j'écrivais un article que j'ai intitulé « L'Union africaine que nous voulons », en critiquant un peu certaines difficultés, notamment le financement. Aujourd'hui, on doit d'abord unir nos forces, surtout à travers le marché commun. On signe des accords avec d'autres partenaires, avec d'autres continents. Un agriculteur béninois, sénégalais, camerounais ne peut pas rivaliser avec un agriculteur européen. Déjà en termes de moyens, en termes de subventions. Donc je pense qu'on doit d'abord valoriser le partenariat, la coopération sud-sud, d'abord pour ensuite pouvoir créer une certaine solidarité et pouvoir peser sur la balance tout simplement. Sinon, ce sera toujours un combat, je ne peux même pas parler de combat, mais c'est entre David et Goliath. On ne peut pas compétir sur le marché commun international. Alors, Jérôme Pigné, on a justement vu que de 15 pays, l'AES, le départ de l'AES fait que la CEDEAO n'en a plus que 12. Est-ce que ça favorise? Est-ce que le mécanisme de coopération et de solidarité reste où il est, ou ça pose problème par rapport à la sécurité entre les hommes et tout ce que vous développez dans vos travaux? Il y a effectivement beaucoup d'incertitudes. On ne pourrait pas répondre par l'affirmative ou la négative à cette question, mais aujourd'hui, je ne serais d'ailleurs même pas complètement définitif par rapport à l'évolution de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est vrai, objectivement et empiriquement, a eu beaucoup de difficultés à s'imposer politiquement, diplomatiquement et militairement
depuis les crises qu'on connaît depuis une dizaine d'années, et notamment cet épicentre qui était d'abord le Mali, puis tout cet espace entre le Mali, le Niger, le Burkina, et malheureusement aujourd'hui le déversement de la menace sur une partie des pays du Golfe de Guinée. Aujourd'hui, pour l'instant, il faut quand même rappeler que même s'il y a une volonté des gouvernements et des transitions en place dans les 3 pays de sortir de la CEDEAO, ce n'est pas encore acté d'un point de vue légal. Et il peut se passer encore beaucoup de choses, même si c'est une volonté du moment. Encore une fois, vous l'avez dit, il y a une intégration qui dépasse cet instant politique. Mais au-delà de ça, on construit, à l'échelle des différentes régions du continent, une identité commune. Le panafricanisme qui est en train d'être complètement fourvoyé aujourd'hui. Et on le voit partout sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et donc je pense que moi je ne serais pas aussi radical sur la question de l'intégration, est-ce qu'elle doit être à 12 ou 15 pays. Aujourd'hui, on a vu avec l'échec patent du G5 Sahel que malgré des problématiques communes, il y avait des spécificités en matière de gouvernance de la sécurité et du développement et qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé à véritablement quelque chose de très positif. Il n'y a pas une véritable success story. Et donc je pense qu'aujourd'hui peut-être, s'il y a une chose positive, parce que je pense que quand on parle de la migration, quand on parle de cette mobilité et des diasporas, on essaie d'en sortir des récits positifs. Aujourd'hui, la chose positive que moi j'en ressors, c'est qu'il fallait peut-être qu'il y ait un rebattement des cartes, une recomposition des forces en présence, peut-être un désamour à court terme qu'on connaît et qu'on pointe du doigt avec la France, avec les pays, avec l'Occident en général, pour essayer peut-être d'autres choses. Mais je pense que, en tout cas, cette unité et cette question de la sécurité et du développement et même de l'identité, elle se fait d'abord à l'intérieur des pays, elle se fait dans des régions transfrontalières. Et je ne suis pas convaincu que dans quelques années, on parlera encore en ces termes. Et évidemment, l'AES est peut-être une part de l'histoire, mais néanmoins, ça va au-delà de ça. Ouais. Aïchata, vous êtes d'avis avec Jérôme Pignet? D'avis, oui. Moi, je pense que rien n'est figé. Rien ne sera figé, comme il a dit. C'est-à-dire que tout peut basculer en quelques jours, en quelques semaines. Donc, il reste encore un peu de temps. Et puis, même au-delà de ce temps-là, je pense qu'on est dans des mouvances actuelles qui sont qu'on ne peut pas prédire et qu'on ne peut pas aussi qualifier de certaines. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser la place au temps et voir ce qui va s'y passer. Et pour le coup, si je dois revenir par rapport aux membres de la diaspora qui s'inquiètent aussi, ce sont des questions que la diaspora se pose. Et quand je dis la diaspora, c'est pas forcément les intellectuels, c'est tout simplement le peuple qui représente la diaspora ici en Europe. Parce que quand on parle de la diaspora, on parle aussi de ces binationaux, c'est-à-dire qui sont franco-sénégalais, franco-mauritaniens, et qui se disent, tiens, est-ce que je vais devoir choisir entre tel pays et tel pays? Est-ce que va falloir que je fasse un choix? Quand je dis ces choix-là, c'est-à-dire que là, je passe vraiment entre la France et ces pays du continent africain, pour mettre de côté quand on parle de la CEDEAO, mais pour moi c'est très important parce que je suis un peu la voix des personnes qui ne sont pas ici présentes et le fait de faire ce type de rencontres, d'émissions, d'événements, eh bien ça permet à ces gens-là de s'exprimer et de dire ok, mes inquiétudes sont celles-ci, mes inquiétudes c'est est-ce qu'un jour je vais devoir choisir, est-ce qu'un jour je ne vais pas pouvoir utiliser mon passeport pour pouvoir tout simplement naviguer dans les pays de la CEDEAO. Ça justement, Abdou Fleur, il faudra nous dire justement avec les restrictions sur les visas ou des annulations de visas tout simplement, est-ce qu'on arrive encore à maintenir, à vouloir comment se maintient ce lien? Est-ce qu'il se distend ou ça permet au contraire d'être plus fort? Ma conviction est que l'Afrique trouve sa voie dans l'unité. Aujourd'hui, on parle de la CEDEAO. La CEDEAO doit s'élargir et pas le contraire. Surtout au moment où le terrorisme gagne du terrain. Les défis, l'Afrique est confrontée à tous les défis climatiques, trafic, de toute nature. Penser sortir de la CEDEAO ne me paraît pas être la meilleure option aujourd'hui, tout au contraire. Je suis convaincu qu'à défaut d'avoir les États-Unis d'Afrique, au moins on doit aller vers des dynamiques au niveau sécuritaire, au niveau économique. Au moment où l'Europe s'agrandit, on parle des États-Unis d'Amérique, tous les continents, on parle des BRICS, l'Afrique se divise et surtout la CEDEAO qui est, à mon avis, l'institution la plus aboutie en termes d'intégration sous-régionale. Je pense que, tout au contraire, quels que soient les aléas du moment, quel que soit le régime en place, il y a des acquis auxquels on ne doit pas toucher. Consolider la CEDEAO, consolider l'Union africaine,
je pense que ça doit être une priorité, quel que soit le gouvernement, indépendamment des conséquences que cela emporte. Aujourd'hui, on prend l'exemple de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne. Vous voyez toutes les conséquences économiques, tous les bouleversements, surtout avec... Même avec les colis postaux. Aujourd'hui, moi, en tant que jeune, peut-être Aïssata, Jérôme, nous avons envie d'être tout simplement des citoyens du monde, au-delà d'être africains. S'il y a ces barrières, ces restrictions, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de cette émission sur Tumulte, sur Global Africa Télé Sud. Chers téléspectateurs, toujours sur Global Africa Télé Sud, les mêmes invités sur le même plateau pour évoquer les relations entre justement les États du Sahel vus par les jeunes d'ici et même peut-être d'ailleurs. Alors, Aïssata, il se passe aussi que dans tout ça, il faut quand même un cadre sécuritaire pour pouvoir se mouvoir. Est-ce que de part et d'autre, Abdou l'a évoqué à un moment, il a parlé d'un ennemi commun à l'humanité qui est la crise climatique. Si tout le monde s'y mettait pour la gérer et que chacun reste à garder ses frontières de face à l'interne, est-ce que déjà la mobilité n'aurait pas un cadre beaucoup plus agile pour pouvoir faire que les peuples ici et là-bas se sentent mieux et que beaucoup de barrières cassent quand même? Bien sûr, c'est une priorité internationale. Et on sait que l'Afrique est la plus touchée par ces dérèglements climatiques qui finalement touchent de plein fouet donc les populations. Et ce qui est grave, c'est que finalement le continent africain est un des continents qui pollue le moins et finalement qui endosse malheureusement la plupart des grosses problématiques en lien avec les problèmes climatiques et tout ce que ça engendre. Donc oui, moi je considère que c'est une priorité pour l'Afrique, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique va pas se dire, enfin le continent africain va pas se dire, bah tiens, il y a peut-être d'autres priorités. C'est-à-dire que dans un continent ou même pour les populations où il y a encore de la pauvreté, où la difficulté à l'accès aux soins, à l'accès à l'éducation, à l'accès ne serait-ce qu'à l'eau et à l'électricité, est-ce qu'aujourd'hui on peut demander aux populations de faire attention, d'éviter de polluer, etc., etc. Donc je pense que ça peut être compliqué, ne serait-ce que pour les États, de pouvoir sensibiliser les populations sur des questions qui finalement qui ne sont pas prioritaires pour le peuple, pour l'habitant lambda. Donc oui, c'est une priorité et malheureusement, je pense qu'on ne sensibilise pas assez donc, les populations en leur disant que, attention, malheureusement, on a raté le train ou on subit ce que le monde, entre guillemets, nous fait. Et même si ce n'est pas une priorité, alors que ça le devrait l'être, gardons en tête que ça va complètement chambouler notre façon de vivre sur le continent africain. Et ça, c'est grave, c'est-à-dire que on doit pouvoir gérer ça, mais en même temps, on a d'autres priorités, donc c'est compliqué, et moi, ça me fait peur. Comment tenez-vous en compte, Abdou, les différents exilés, hein? Exilés climatiques, exilés économiques, fuite de cerveau? Comment les tenez-vous en compte pour pouvoir mesurer l'impact de ce maintien de relations, justement, entre ici et là-bas? Alors, il faut, Aïssata l'a dit à juste titre, malheureusement, l'Afrique paye les pots cassés et pourtant l'Afrique pollue qu'à hauteur de 4%. Et je reprends encore les mots de l'ancien président sénégalais à l'occasion de la 27e COP à Sharm el-Sheikh en Égypte. Nous devons sauver la planète ou la planète disparaîtra avec nous. Malheureusement, le budget qui devait être alloué n'est jamais venu. Et pourtant, c'est une priorité absolue aujourd'hui. Et je pense que les gens, en tout cas beaucoup, contrairement aux conséquences des guerres, du terrorisme, ne mesurent pas à sa juste valeur les conséquences, surtout au niveau de ces déplacés climatiques. C'est une réalité. Donc je pense que aujourd'hui, et ça me fait penser à Cheikh Hamidou Kane qui disait que l'heure des distingués singulières est révolue. Ce qui est tout à fait vrai. Nous avons quasiment tous les mêmes problématiques. Par conséquent, que ce soit la question climatique, la question liée à la sécurité, notamment le terrorisme, nous devons tous agir ensemble
à commencer d'abord par la communauté internationale. Mais ça me fait penser à une phrase qui m'a fait sourire. Un jour, il y avait une problématique internationale et la question c'était où est la communauté internationale? Sur beaucoup de questions aujourd'hui, on peut se demander où est la communauté internationale. Donc au-delà des simples États, pays, les États à eux seuls ne peuvent plus faire face à certains défis, que ce soit sécuritaire, climatique. Au-delà des régions africaines, il faut, je pense, que le monde entier, à travers notamment les grandes institutions internationales, se mobilise. Souvent, la mobilisation est visible dans certaines causes et non pas dans d'autres. Alors, Jérôme, justement, on a vu depuis le début des années 2000 avec Sarkozy, ministre de l'Intérieur, la politisation du visa a vu le jour. C'est-à-dire, on a commencé à catégoriser immigration choisie, immigration cela. Est-ce que ça a eu un impact, est-ce que ça continue à avoir un impact sur la mobilité des gens qui devraient en principe être libres d'aller là-bas et ici, et est-ce que vous en voyez les conséquences? Parce que ça continue jusqu'à présent. Bien sûr, ça continue. Et avec maintenant le concept grand remplacement, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Oui, là, il y a un enchevêtrement de problématiques. Mais sur cet aspect, évidemment, plus aujourd'hui qu'hier, la problématique des visas, ça a été dit tout à l'heure déjà, c'est un véritable sujet. C'est un problème pour la mobilité, mais il va au-delà. C'est un problème qui est politique et c'est un problème qui est dans la symbolique. Aujourd'hui, au cœur de ces tensions qu'on peut voir, c'est aujourd'hui plus avec l'ancienne puissance coloniale, mais il y aura certainement dans un schéma géopolitique à long terme d'autres problèmes avec d'autres partenaires. Mais aujourd'hui, il y a une véritable crispation, un mécontentement, de la frustration parce qu'on ne comprend pas, et c'est probablement une erreur. On est en train d'y revenir progressivement. Nous, on suit de près ces discussions depuis la France, depuis l'Europe, mais aussi depuis les pays africains. Et on sent qu'il y a une légère décrispation, notamment avec le Mali, avec la reprise progressive des visas à l'endroit des étudiants. C'est d'abord avec le Mali, parce que c'est vrai que c'est au cœur du sujet. C'était d'abord avec le Mali qu'il y a eu des difficultés. Peut-être qu'avec le Niger et le Burkina, ça prendra plus de temps. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, à la fois sur le fond, sur les décisions qui ont été prises, mais surtout sur la forme. Parce qu'on a l'impression que les gens sont pris en tenaille, et qu'aujourd'hui, quand on parle de ce double espace, les gens n'ont pas envie qu'on les catégorise. Et c'est souvent, comme je le disais en avant-propos, ce qu'on entend, où les gens ont l'impression de ne plus appartenir ni ici, ni ailleurs, ni là-bas. Et donc, évidemment, vous citez le ministre à l'époque Sarkozy, mais dernièrement, quand on a voulu couper la coopération avec les pays sahéliens dans un contexte particulier, je ne dis pas que les autorités avaient d'autres choix, mais de couper la coopération, de couper des financements à des petites ONG qui ne peuvent plus vivre aujourd'hui, des associations même sous-régionales ou internationales qui ne peuvent plus vivre et qui ne peuvent plus aider les populations, parce que c'est d'abord de l'urgence humanitaire. L'impact est d'abord sur les populations, exactement, bien sûr, l'aide à aller aux populations. Voilà, donc c'est une double sanction. Oui. C'est une double sanction. Et là, en tout cas, Paris a fait une erreur d'appréciation, mais je crois qu'on est en train d'y revenir. Et je pense que tout ce qui s'est passé ces dernières années doit permettre de faire un retour d'expérience. Il doit y avoir une approche européenne, véritablement. Mais la France, c'est d'abord, qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, on va aussi en Chine. On va aussi aux États-Unis, on va aussi en Afrique du Sud. Mais la question des visas, c'est une situation qui crispe et on doit y trouver. Mais il y a une relation, une particularité quand même de sang et de proximité géographique avec la France et l'Occident fait que le mouvement dans ce sens-là est beaucoup plus fréquent que d'est à l'ouest et dans d'autres directions, je pense. Mais Aïssata, est-ce que on a constaté, des études ont dit qu'il y a plus de jeunes qui ont pris le chemin du désert et de la mer pour venir ici pendant ces périodes de turbulence avec les États du Sahel, avec la France ou avec les États occidentaux que d'habitude. Et que les demandes de visa aussi sont beaucoup plus élevées qu'avant cette crise qui, on l'espère, éphémère, qui existe aujourd'hui entre les États de l'AES. Donc il semble que les populations ne suivent pas, justement malgré le fait que ça semble avoir un effet, un semblant d'écho plus élevé, les populations tiennent quand même à se mouvoir de part et d'autre.
Après, oui, après, vous avez fait le constat, en tout cas, ce sont des chiffres que vous avez, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, si effectivement, donc, il y a encore et encore des gens qui quittent donc, le continent africain de manière illégale pour rentrer de manière illégale donc, en Occident, oui, c'est problématique et malheureusement, ça continue malgré les efforts qui sont effectués, parce qu'il faut le dire, il y a des efforts qui sont effectués et on n'en parle peut-être pas assez. Et c'est pour ça que pour moi, le rôle de la diaspora, il est hyper important. Pour la sensibilisation et surtout l'apport qu'elle peut apporter. Donc maintenant, je vais pas revenir sur ce que les États peuvent faire, ce que les États n'ont pas fait. C'est pas mon objectif. Moi, je suis dans la construction et je pense qu'on a un rôle à jouer et nous on le prend vraiment à cœur, à savoir sensibiliser, faire du transfert, mobiliser, co-créer. Et donc, je pense que cela peut participer à. Maintenant, partir, pourquoi? Est-ce qu'on peut éventuellement parler à ces personnes qui quittent leur pays pour un meilleur avenir? Pourquoi ils partent? Est-ce que les raisons sont les mêmes qu'il y a 5 ans, 10 ans? Est-ce que c'est toujours l'idéalisation de l'Occident qui fait que... c'est difficile en tout cas de dire parce qu'il y a ça, parce que les pays sont instables, parce que quoi, parce que les problèmes climatiques, etc., etc. Mais en tout cas, nous, clairement, en tout cas, ce que je peux dire et sur lequel je peux insister, la diaspora agit, la diaspora fait en sorte que, et surtout la diaspora est un modèle, parce que la diaspora retourne sur le continent africain. Et ça, c'est un message très très fort. C'est-à-dire qu'en montrant aux gens locaux, dire attendez, vous partez, mais nous on rentre. Mais eux-mêmes vont se poser des questions. Mais pourquoi vous partez? Pourquoi vous rentrez alors que c'est si bien en Occident? Alors que pendant longtemps, on leur a dit, c'est pas un paradis et ici. Ça, c'est le problème des mais parents. pourquoi vous y allez? Pourquoi vous y installez? Et depuis le début des années 2000, il y a une vague de ceux d'ici qui vont s'installer et qui réussissent et qui sont heureux d'y vivre. Ces 3 dernières années, c'est incroyable. C'est les chiffres, c'est vraiment important. Et donc, pour le coup, ça, c'est un signal fort pour montrer que finalement, ah oui, l'avenir, c'est peut-être en Afrique finalement. Et donc là, ils vont comprendre. Abdou Fleur, avec Cap éloquence, je reviens à éloquence. Je suis désolé d'écorcher le Cap si éloquent. Tout à fait. Désolé d'écorcher, mais comment mesurez-vous le rétrécissement ou la dissension ou le rapprochement entre les deux continents? Alors, il faut dire que nous parlons maintenant de village planétaire. Et pour revenir à la question qui a été posée précédemment, personne ne quitte son pays, son continent par gaieté de cœur. On quitte toujours pour une meilleure vie. Alors, il faut cependant distinguer les catégories de migrants. Il y en a, c'est des réfugiés, il y a qui fuient la guerre, d'autres le réchauffement climatique, comme on l'a dit tantôt. Il y a une bonne partie, ils viennent ici pour étudier. J'insiste vraiment sur ce qu'a dit Aïssata tout à l'heure, le mouvement inverse. Si aujourd'hui nos différents pays se développent, il n'y aura plus d'immigration. On n'est jamais mieux que chez soi, avec surtout l'Afrique qui a beaucoup d'espace, qui a beaucoup de chaleur humaine, le soleil. C'est un appel, c'est une incitation à nos gouvernants à plus de leadership, à plus de responsabilité. Pourquoi les gens y retournent? C'est parce que l'Afrique, c'est le continent du futur. C'est le continent du présent d'ailleurs. Énormément d'opportunités. Moi, personnellement, j'en ai rencontré plein quand j'étais au consulat qui faisaient leur pièce d'identité justement pour aller s'installer, pour aller investir. Il nous manque juste le leadership qu'il faut. D'abord, des États démocratiques avec aussi des élections, des transitions démocratiques et enfin mettre le pays sur les rails. Voilà donc la politisation avec les mots, les derniers mots dans cette partie de Abdou Fleur. Nous allons revenir pour aller voir où se cachent les éventuelles solutions pour rapprocher les deux lieux géographiques. Merci, à dans un instant. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon.
Nous revoici pour cette troisième partie de notre émission sur Global Télésud, Global Africa Télésud, dans l'émission Tumulte. Alors, Jérôme Pigné, nous allons évoquer justement cette question de volonté politique qui fera que l'Afrique décolle ou pas. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ce problème entre la France et l'Afrique, la question de la redéfinition des liens, mais c'est d'abord, que ce soit en matière de gouvernance de la sécurité ou du développement, la communauté internationale, on l'a dit tout à l'heure, sur des problématiques de climat, de sécurité, doit se conscientiser collectivement. Mais il y a d'abord une approche pour ce qui concerne cette partie du continent qui nous intéresse aujourd'hui, le Sahel, les pays du Golfe de Guinée, l'Afrique de l'Ouest. Il y a d'abord une approche qui doit être endogène. Et nous, en tant que partenaires extérieurs, même si sur le terrain, nous n'avons que des locaux, vous ne trouverez pas de gens du 2R3S au Mali qui ne sont pas des Maliens, au Burkina qui ne sont pas des Burkinabés, etc., etc. Et cette endogénéisation, elle est complexe, parce qu'on l'a dit, l'histoire avec un grand H qui lie les deux rives de la Méditerranée a fomenter un certain nombre de mauvais réflexes. Et nécessairement, alors c'est facile de le dire dans le verbe, et intellectuellement je pense que tout le monde sera d'accord de dire que la sécurité de l'Afrique aux Africains, c'est d'ailleurs ce que les Américains disent à toutes les sauces depuis au moins 2 décennies. La réalité, c'est qu'il faut trouver cet équilibre du partenariat avec la communauté internationale. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en phase de redéfinition d'un schéma de coopération à l'échelle du continent, à l'échelle sous-régionale et à l'échelle internationale. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, ce chaos ambiant, il est, je l'espère, pas définitif, évidemment. Il y aura des lendemains meilleurs, mais il permet peut-être de repenser un certain nombre de schémas et de destinées. Il y a forcément une destinée commune à l'échelle des populations qui font fi de ce qu'aujourd'hui sont les frontières, et on doit peut-être redéfinir un narratif collectif. Et je pense que ce qu'on a manqué, avec ma propre expérience, ma modeste expérience de partenaire, mais d'acteur de terrain depuis plus de 12 ans, c'est que parfois on n'a pas été encore en capacité de définir véritablement localement quelles étaient les solutions pour lesquelles on voulait que le partenaire historique ou les partenaires extérieurs accompagnent. Et donc de facto, avec cette bureaucratie et ces réalités institutionnelles qu'on connaît, avec l'Union européenne, avec les Nations unies, avec la Banque mondiale et tout ce qu'on a connu dans le passé. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas encore été dans cette dynamique de réciprocité, parce qu'on n'a peut-être pas laissé aussi suffisamment aux Africains dire ce dont ils avaient besoin et aussi ce dont ils ne voulaient pas comme coopération. Et ça a créé peut-être une forme de déséquilibre. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de sujets comme la migration ou les diasporas, ce sont des sujets à travers lesquels on va pouvoir co-construire, co-animer une nouvelle relation, que ce soit sur ces sujets, comme on le disait, le climat, la sécurité. Mais je pense, pour rebondir un petit peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un mélange des genres. Je m'explique. Aujourd'hui, la problématique du climat, elle a une réalité en Occident comme en Afrique. Mais on ne peut pas, et c'est peut-être le drame de l'Afrique du moment, c'est qu'on veut tout mettre en même temps. Et on veut mettre des financements sur tout en même temps, alors que les priorités, Aïssatou l'a dit, c'est peut-être d'abord l'accès aux soins de base, l'éducation, etc., etc. Et donc je pense qu'il faut peut-être laisser aussi une forme d'autonomie, d'indépendance des choix prioritaires. Et ensuite, la communauté internationale doit aussi s'adapter pour être dans cette logique de co-construction et non d'imposition. Aïssata, justement, est-ce que vous avez entrevu lors de vos échanges avec les jeunes de la diaspora qui tentent aussi de percevoir que la solution se trouve certainement dans le leadership local, dans le changement de paradigme et leur permettre le rêve pour que les échanges, le maintien de liens soient peut-être plus forts à l'avenir en étant là-bas et ici et en se déplacement temporairement ou définitivement, mais que ça se fasse dans une agilité que jusqu'à présent, qui n'existe peut-être pas. Oui, oui, bien sûr. Je pense que la diaspora l'a compris et en même temps, les autorités aussi ont compris en impliquant au maximum donc, les membres de la diaspora. Donc il n'y a pas longtemps, j'étais au processus de Rabat, donc, qui était au patronage du Sénégal et du Portugal. Et donc le secrétaire du ministère des Affaires étrangères le disait, c'est-à-dire qu'ils impliquent au maximum les membres de la diaspora pour vraiment faire ce lien-là, parce que c'est bien de dire aux gens de la diaspora, de se dire, OK, on va essayer localement, mais finalement ne pas avoir de repères, parce que on parle de repères quand même. Et vouloir à ce que la diaspora s'implique ou investisse dans un pays
pays où ils ne sont pas représentés, ce n'est pas normal parce qu'ils ont des problématiques différentes, ils ont des préoccupations qui peuvent être différentes, ils ont vécu une expérience différente. Et donc on parle du Sénégal, mais on peut aussi parler du Mali aussi, qui intègre aussi donc, de différentes manières, donc, à travers les différents ministères, comme il a dit Jérôme, le ministère des Maliens établi à l'extérieur. D'ailleurs, on avait eu une très belle réunion grâce au réseau de Monsieur Jérôme, en lien avec ce ministère-là, où pour eux c'est très important d'impliquer donc cette diaspora qui va faire finalement ce lien avec les diasporas qui veulent éventuellement venir et montrer aussi c'est un message fort qui est lancé, à savoir venez, vous avez votre place, pas forcément que économique, financière, mais vous avez votre place aussi au sein des institutions du pays et au sein de la gouvernance du pays. Et ça c'est important, c'est un point fort et nous on essaye de le mettre en exergue le plus possible et de le faire entendre à l'extérieur du continent africain. Est-ce que, Abdou Diouf, je reprends la même question qu'avec les copanélistes, est-ce que la solution pourra venir du changement de paradigme des jeunes sur le continent et leurs dirigeants également? Absolument, j'en suis convaincu et d'ailleurs je pense que tous les pays, les dirigeants, toutes les organisations internationales en sont conscients maintenant. Avant, on vous dit que les jeunes sont les bénéficiaires. Mais entre quatre murs, on vous dit c'est ce qui est bien pour vous. Ça a été pendant longtemps aussi pour les pays africains. On n'est jamais mieux placé que soit pour être servi. Comme qui dirait, on ne peut pas raser quelqu'un, la tête de quelqu'un en son absence. Absolument. Et j'ai l'habitude de donner cet exemple. À tout point de vue d'ailleurs, la solution est d'abord locale. C'est pas au premier degré. Hein. Je vous en prie. La solution est d'abord locale. Et j'avais l'habitude de citer cet exemple, notamment quand on aborde les questions sécuritaires au Sahel. Le vrai renseignement se trouve d'abord chez le petit agriculteur, chez le petit berger, chez le petit commerçant. Donc il faut impliquer, je pense, les populations en amont, au niveau local d'abord, parce que c'est eux qui vivent aussi les réalités. Donc c'est eux qui savent ce qu'ils veulent. Après, on peut être accompagné sur le plan technique. Voilà, l'expertise peut être amenée plus tard. Mais d'abord et avant tout, je pense que la solution, elle est d'abord locale. Et il faut amorcer la réflexion, notamment à travers une sensibilisation. Ce qui, malheureusement, souvent, fait défaut. Et quand on implique les gens, je le dis, c'est valable pour tous les pays africains. Au Sénégal, tu vas avoir un téléphone qui ne marche plus. On te demande 100 €. Avec 10 000 francs, on te le refait. Une voiture morte qui ne marche plus, on te la retape comme pas possible. Il y a une certaine ingéniosité, un savoir-faire assez extraordinaire. Et pas cher. Pas cher, surtout bon marché. Voilà. Or ici, on jette ce qui dépasse au-delà de 50 € de coût de réparation, on le jette. Absolument. On a juste besoin d'être accompagné. Je donne l'exemple de l'économie. L'économie africaine est tirée à 80% dans certains pays par l'informel. Ils ont juste besoin d'être organisés et surtout d'être accompagnés sur le plan du financement. Donc la solution, elle est d'abord, je pense, au niveau local, mais comme vous l'avez dit en amont, c'est d'abord et avant tout une question de volonté politique. Tant que cette question éternelle de la volonté politique de nos dirigeants, de nos gouvernants n'est pas réglée, on débattra éternellement de ces questions. Mais si on implique la jeunesse, si on les donne les moyens, comme certains pays le font d'ailleurs, je donne l'exemple du Rwanda. Si vous êtes rwandaise, où est-ce que vous pouvez vous trouver dans la diaspora? Si vous avez de l'expérience, si vous avez une certaine expertise, on vient vous chercher. Voilà. Il faut faciliter, il faut mettre en place surtout des mécanismes pour les gens de la diaspora notamment. À peu près de ce point de vue, de ça que je voudrais échanger un peu avec Jérôme. J'ai rencontré un monsieur qui a plus de 60 ans aujourd'hui. Et lorsqu'il était étudiant, les gens sont venus entretenir son père qui était chef de village à Soro, dans la région de Caï plus particulièrement, pour lui dire, il est très intelligent, votre fils, est-ce que vous ne voulez pas qu'on vous favorise les choses pour qu'il aille étudier à l'étranger et s'établir en France? Il dit, mais pourquoi il irait? J'ai tout ici. Tant au village, il était prospère parce que les gens quittaient les villages environnants pour venir acheter et demander de l'aide nourricière chez lui, qu'il ne comprenait pas qu'on vienne lui dire que son fils doit aller ailleurs
pour avoir un mieux-être alors que le mieux-être était là. Est-ce que vous pensez qu'on pourra arriver à cette Afrique-là, à des gens qui vont repenser comme ce monsieur dont son village a pensé et qui, à l'époque, n'a pas voulu que son fils vienne? Je pense qu'on l'entend tous les jours. Et je crois que ça a été dit aussi par mes camarades. C'est que partir à l'aventure ou partir à l'étranger pour les études ou même pour vivre n'est pas forcément une fin en soi et qu'il y a toujours une part de chez soi et qu'on décide de partir, mais c'est parfois dans l'idée de revenir différemment, de revenir mieux. Et je pense que ça, c'est dans l'idéal de beaucoup de gens que nous, on croise tous les jours. Et même ceux qui sont établis à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs, il y a toujours un lien avec le pays. C'est rare. Il y a des gens qui sont déracinés et qui ne veulent plus avoir affaire à leur pays d'origine, mais ça, c'est pas propre au continent africain. Moi, ce que j'entends tous les jours de la part des gens avec lesquels on échange, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, c'est qu'il y a, évidemment, ils sont africains. Ils peuvent aussi avoir une part d'autre chose, pas forcément la France, pas forcément l'Europe, mais il y a toujours l'idée de, à un moment ou un autre, mes racines sont là-bas. Et donc, je continue à évoluer dans ce sens-là. Et il n'y a pas un jour, encore une fois, où nous, on entend autre chose. Je pense que Une minute pour Aïssata, pour finir avec cette partie de cette émission. Oui, en tout cas. En termes de perspective, bien sûr. Perspective, moi, peut-être il y a un point sur lequel je souhaite insister quand je parle des RIPA, donc à ce retour, parce que c'est important de le souligner, et notamment que nos politiques, que nos gouvernants, que ce soit d'un côté que de l'autre, soient au courant de ce qui se passe, qu'il y a un mouvement qui est en train de naître, enfin, qui est en train de s'amplifier plutôt. Et moi, j'insiste dessus sur le fait qu'il faudrait que les gens de la diaspora quittent donc l'Europe, la France, avec un bon sentiment, à savoir je quitte parce que j'ai le choix de partir, parce que j'ai décidé de partir et de m'installer au Sénégal, en Mauritanie. Mais pas je quitte l'Occident parce que je me sens pas bien en Occident. Et ça, c'est très important de le dire parce qu'aujourd'hui, encore une fois, si je quitte la France avec un ressentiment, demain, et donc le jour où on vit dans un monde globalisé, demain, quand les entrepreneurs français viendront en Mauritanie, dans mon pays éventuellement d'origine, eh bien c'est moi qui va les accueillir parce que je suis retourné au pays et donc je suis maintenant à la tête d'une entreprise ou d'un portefeuille. Et donc Merci, voilà. Comment je vais accueillir Abdou. ces gens-là? Abdou, pour finir. J'insiste sur un point. Il faut utiliser le savoir-faire, il faut utiliser l'expérience, l'expertise des gens qui sont au niveau de la diaspora. Souvent, j'ai l'habitude de dire que c'est du gâchis. Quand on voit le nombre d'ingénieurs, le nombre de juristes, journalistes, toutes sortes d'expertises existent. Mais souvent, il faut le dire aussi, il y a un blocage. Les portes ne sont pas totalement ouvertes pour ceux qui quittent ici pour aller s'investir. Et dernier cri de cœur, si je peux l'appeler ainsi, c'est investir massivement dans l'éducation et l'instruction. L'Afrique a une population très jeune qui va doubler, tripler d'ici 2050. Et cette jeunesse doit être éduquée, surtout avec le phénomène des réseaux sociaux. On n'a pas le temps d'y revenir, mais on a besoin de l'éducation et de l'instruction parce qu'aujourd'hui, tu vois un jeune de 10, 12, 13 ans, il a un smartphone. Merci. Il va partout, Merci. nulle part. Donc, cette instruction est absolument Savoir nécessaire. et connaissance dans la main. Absolument. Jamais été accessible. Absolument. Bien Merci résumé. beaucoup. Merci. On va enchaîner. Non, on marque une pause pour entamer la dernière partie, la partie la plus succulente de cette émission, qui concerne le panafricanisme, le regard panafricanisme, la compréhension des uns et des autres sur ce phénomène. À vos marques. Global Africa Télé-Sud, l'émission Tumulte. Alors, nous allons parler aujourd'hui du narratif panafricain, du moins néo-panafricain, qui aujourd'hui place assez difficilement la conscience des jeunes Africains. On ne sait plus, mais aujourd'hui, nous assistons à quelque chose. Après que la France ait annoncé la déchéance de la nationalité de Kémy Séba, aujourd'hui, c'est au tour de Patrice Talon de lui retirer à Kémy Séba sa nationalité béninoise. Donc, il se retrouve uniquement français. Est-ce que vous pensez que le fait que Kémy Séba, qui se dit néo-panafricain avec un discours
qui n'a rien à voir avec celui des pères fondateurs, peut être crédible encore avec uniquement son passeport français. Parce que ça coupe le pied à la France de ne plus pouvoir lui retirer sa nationalité. Sinon, on peut pas le rendre apatride, donc il va garder la nationalité française. Abdou. Alors, c'est une notion qui m'est très chère, mais une notion qui est agitée à tort et à travers. Et souvent, je ne suis pas sûr que ceux qui revendiquent ce panafricanisme soient les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs porte-parole. Très souvent, quand j'aborde cette question, je ne veux pas citer de nom. Ouais. Mais ce que je veux dire tout simplement, moi, je crois au panafricanisme de Nkrumah, au panafricanisme de Cheikh Anta Diop, qui n'est pas un fonds de commerce, qui est plutôt une vraie idéologie, un vrai état d'esprit qui vise tout simplement à promouvoir l'Afrique, le développement africain, notamment à travers l'intégration, la solidarité naturellement, l'intégration africaine. Moi, je crois en ce panafricanisme. Très souvent, on voit sur les réseaux, les jeunes s'emballent, s'emportent, mais il faut aborder cette question avec lucidité, avec froideur, avec surtout intelligence. Voilà, donc justement, beaucoup de jeunes néo-panafricains avaient aidé, néo-panafricains, j'insiste, néo-panafricains, avaient adhéré au mouvement justement à cause de la figure de Kémy Séba, qui aujourd'hui se retrouve uniquement français. Est-ce que vous pensez que ça pourra changer et ramener le panafricanisme à ses fondamentaux? Moi, je crois qu'il faut pas attacher le débat à Kémy Séba ou à Nathalie Yamb. Je crois qu'il y a un problème de fond qui est réel. C'est comme quand on a dit, on a entendu des autorités françaises dire il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Il était réel, il était parfois à la marge, mais il est croissant. Et je pense que pour la question de ce que vous appelez le néo-panafricanisme, moi j'ose espérer que l'histoire ne retiendra pas cette petite parenthèse de tumulte, de chaos et ce que j'appelle de l'égarement intellectuel. Il y a des voix beaucoup plus autorisées que la mienne pour parler de l'histoire du panafricanisme, comme l'a dit notre collègue à l'instant. Mais ce que je crois, c'est qu'on est dans cette période, on parlait de tumulte, évidemment, mais on est dans cette période où on doit redéfinir un certain nombre de choses, la volonté, le vivre ensemble, le contrat social, comme toutes les sociétés du monde l'ont fait à des échelles et avec des alternatives différentes. Aujourd'hui, que ce soit Kémy Séba et d'autres, je pense qu'on va finir rapidement avec ces protagonistes qui n'ont aucune légitimité, aucune crédibilité, qu'ils soient français ou pas. J'ai envie de dire, moi, c'est pas mon souci et je pense pas que ça doit être le souci des jeunes Africains. On doit avoir des voix africaines locales qui doivent redéfinir ce qu'est le panafricanisme. Merci Aïssata. Est-ce que le panafricanisme et votre initiative diasporique, il y a un lien, un impact où ça décale un peu à cause du nouveau narratif? Non, moi je pense au contraire, on est de plus en plus panafricain et j'insiste. Panafricaniste. Panafricaniste, si vous le souhaitez. Après, comment vous le définissez? En tout cas, aujourd'hui, moi, je constate, j'ai quand même commencé à travailler en télé donc il y a quelques années, et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de panafricanistes qui se considèrent panafricanistes. Moi, je me considère panafricaniste ou panafricaine. Après, le East, on peut en faire ce qu'on veut. Non, mais c'est-à-dire, la différence, c'est que ce sont les institutions qui peuvent être panafricains. Les hommes, c'est des panafricanistes, parce qu'on ne peut pas être une institution. Oui, voilà, donc c'est bien ça. Donc, c'est bien ce que je dis. Donc, et on constate qu'il y en a de plus en plus, mais qui le dit haut et fort parce qu'il pense à l'unité et il pense que l'Afrique va pouvoir se développer avec cette unité-là, avec le fait de se sentir panafricain. Moi, quand je vais au Sénégal, je me sens aussi bien sénégalaise que quand je vais au Cameroun, quand je vais en Guinée. Et je trouve que c'est ça qui va faire que peut-être que l'Afrique va marcher, entre guillemets, ensemble, travailler ensemble et puis finalement casser les frontières qui sont là et qui vont éventuellement faciliter le développement du continent africain. Donc oui, moi je suis pour le panafricanisme et je trouve que c'est très important. Après, maintenant, le mettre sur mettre une étiquette ou mettre un nom sur le panafricanisme, non, moi voilà, il a cité des grands noms du panafricanisme, effectivement. Maintenant, si on reprend Nathalie Yamb ou Kémy Séba, donc ils ont un auditoire, et c'est ça, faut pas l'oublier, ils ont un auditoire. Et pourquoi ils ont cet auditoire-là? Pourquoi les gens les écoutent? Pourquoi les gens les soutiennent? Donc il y a peut-être une question là à se poser, et peut-être réfléchir à la réponse et trouver les réponses et surtout les solutions pour éviter qu'on aille sur certaines dérives. Merci beaucoup. Alors, c'est en même temps la fin de cette émission de Tumulte sur Global Africa, sur Télésud. Nous avons parlé des États du Sahel vus d'ici, des regards des jeunes d'ici et
peut-être des regards plus éloignés, plus décalés, mais qui convergent à vouloir le maintien, le renforcement des liens entre ici et là-bas. Merci à vous. Merci. Il y avait donc sur ce plateau Jérôme Pigier, Abdou Fleur et Aïssata Konaté Traoré. Merci à vous tous. Merci bien. Merci à vous.